Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les membres du tribunal. Tout d'abord, je souhaite vous faire part de deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Un extrait du 4e article de la DDHC dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Le second article que je vais vous citer est l'article 5 de cette même déclaration. Cet article dispose que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ce que je souhaite souligner, c'est le lien que l'on peut faire avec l'affaire opposant ma cliente et le ministère public sur une affaire de transsexualisme. Ma cliente, Madame Camille Tournebroche, est une femme qui demande le changement d'information sur son acte d'état civil, précisément sur son sexe. En effet, ma cliente a subi une opération chirurgicale faite par le docteur Strangelove, docteur reconnu dans le monde médical pour ses opérations de transplantation d'appareils génitaux suite à des greffes, dont le but est de changer l'appareil génital de ma cliente. Suite à cette opération et à différents traitements pour permettre la conservation de la greffe, Camille Tournebroche demande à modifier le sexe sur son état civil. Et là, devinez quelle est la réponse de l'officier d'état civil. Non, vous ne pouvez pas changer de sexe sur votre tract. Et pourquoi, me diriez-vous? Selon l'officier, il se trouve que sa femme a déclaré qu'il était atteint d'une maladie mentale passagère. Il est clair que ma cliente n'est pas malade, ni de manière passagère, ni de manière définitive. Non, pas du tout. Ma cliente est une personne transsexuelle qui demande à pouvoir résoudre son problème qui régit son existence. Et ce problème est présent depuis son enfance. Le transsexualisme est le trouble de l'identité sexuelle dans lequel le sujet a le sentiment que son corps n'est pas en concordance avec son sexe psychologique, mais qu'il appartient au sexe opposé. Cette définition fait part d'un trouble psychique et non d'un quelconque problème de réflexion. Les signes révélant son transsexualisme sont nombreux et ils peuvent dater avec précision l'émergence ainsi que la confirmation de ce syndrome. Dès l'âge de 8 ans, il commence à jouer avec des poupées. À 12 ans, il commence à jouer des rôles féminins au théâtre sans hésiter dans le cadre scolaire. L'acte pour ma cliente qui sera déterminant est son voyage en Espagne. Elle décide alors d'assumer sa féminité au plus grand jour, pouvant enfin se libérer de sa carcasse qui enferme. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont les premières manifestations du syndrome du transsexualisme. Cependant, ma cliente a peur du regard des autres. En effet, il y a 20 ans, le transsexualisme était alors considéré comme une maladie, voire une tare, mais j'exagère sur le thème. Elle décide alors d'épouser Jacqueline, et a pendant ses 20 ans de mariage, 10 enfants. Seulement, ne pouvant plus cacher ce terrible secret plus longtemps, elle révèle brutalement le fait qu'il soit transsexuel et qu'il va changer de sexe. Sa décision était alors tranchée. Il n'y a pas de moyen pour lutter contre cela. Le rappel de la manifestation du transsexualisme de ma cliente n'a plus besoin d'être rappelé. Le fait de se faire opérer par le docteur Strangelove demande de prendre son courage à deux mains et d'avoir une véritable détermination pour y parvenir, malgré les embûches. Par conséquent, une opération chirurgicale est réalisée par le docteur Strangelove, et je vous en ai déjà fait part. Il est évident que l'officier d'état civil, en déclarant que ma cliente souffre de maladie mentale, a eu un motif pouvant expliquer son refus de changement de genre dans l'acte d'état civil. Le motif est la maladie mentale dite passagère. La maladie mentale, dite aussi aliénation mentale, est selon le lexique des termes juridiques des éditions Dalloz, l'altération des facultés mentales telles que l'individu n'a pas pleinement conscience des actes ou des faits dont il est l'auteur. En quoi ma cliente n'aurait-elle pas pris conscience des conséquences d'une opération chirurgicale consistant à changer son sexe? Pour rappel, il se trouve que le docteur Strangelove a prêté serment, comme tout médecin, sur le serment d'Hippocrate, qui dit que j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance, n'exploiterai
pas le pouvoir éviter les circonstances pour former des consciences forcées même. Cela signifie que le Dr Strangelove avait la mission d'informer ma cliente. Or, il se trouve qu'en ayant prêté serment, il n'a pas désobéi au risque de se faire radier de l'ordre des médecins. Or, est-ce que cela signifie que le transsexualisme est une maladie mentale? Non, car il n'entraîne pas de trouble du comportement. Le fait que ma cliente ait révélé de manière brusque et soudaine son transsexualisme à sa femme n'est pas la conséquence d'une maladie mentale. Mais que se passe-t-il si le transsexualisme est une maladie mentale passagère, me diriez-vous? Le transsexualisme n'est pas une maladie mentale passagère, car la femme de ma cliente refuse la vérité. Par conséquent, cela veut dire que le motif retenu ne peut pas être utilisé, donc que le refus est non motivé, et donc sans explication acceptable par le droit. Que dit la justice sur ce point-là? La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire opposant Van Oosterbeek contre la Belgique et la France, le 25 mars 1992, a permis la reconnaissance du droit d'être transsexuel et a donc condamné la France ainsi que la Belgique. La Cour de cassation en a fait de même lors de sa réunion en assemblée plénière le 11 décembre 1992. La Cour, qui est alors en formation solennelle, a déclaré que le changement de sexe psychologique, mais que sur l'état civil ne doit pas correspondre au sexe psychologique, mais que ce changement est possible dans le cadre où il y a eu et opération chirurgicale avec changement de l'appareil génital et traitement hormonal. Comme cet arrêt de la Cour de cassation a suivi une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, cela a pour conséquence que la France reconnaît le droit d'être soi, donc le droit d'être transsexuel. Elle reconnaît que le transsexualisme n'est pas une maladie. Aussi, la France reconnaît les règles qui en découlent pour tout ce qui est du transsexualisme. La transposition du genre, qui peut se déduire du nouveau sexe anatomique, sur l'acte d'état civil de toute personne qui peut justifier d'une opération de ce genre, accompagnée d'un traitement hormonal, en fait partie. Dois-je préciser qu'aucun article d'un travail de codification en France, ni qu'une loi française en vigueur, interdit le fait d'être transsexuel. Ma cliente a changé ses habitudes pour prendre celles qu'on peut qualifier, qu'on attribue au sexe féminin. Ma cliente a abandonné son métier de bûcheron pour monter son propre troquet à la saucisse avronaise. C'est uniquement dans un but de mieux correspondre à son nouveau genre, et donc de quitter définitivement le sexe masculin. C'est la réalisation de la concordance entre sexe psychique et anatomique. La détermination qu'a eue ma cliente à faire une chirurgie auprès du célèbre et reconnu Dr Strangelove montre surtout qu'elle a eu suffisamment de force mentale et aussi le consentement suffisamment éclairé pour changer de sexe anatomique. La Cour européenne me rappelle toujours qu'elle a reconnu le transsexualisme dans ce même arrêt du 25 mars 1992. Pour la Cour, le transsexualisme rentre dans les conditions de l'article 8 de la Convention de Rome de 1950 concernant la vie privée. Le fait de changer de sexe anatomique permet aussi le changement sur l'acte d'état civil. C'est un droit subjectif reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme et à ce titre s'impose aux États signataires du traité de Rome de 1950. De plus, selon l'article 14 de cette même Convention, il est écrit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, quelles que soient les différences quelconques entre les êtres humains. Cela signifie que ma cliente doit être regardée de manière identique par rapport à tout individu. Je relève votre attention sur le fait que le droit d'être transsexuel est une liberté et personne ne peut empêcher d'en faire jouir pour ma cliente. Ma cliente doit avoir le droit d'être elle-même. En conclusion, je demande, sur la base des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, le changement de sexe sur l'acte d'état civil au profit de la mention féminin au lieu de masculin, ce qui était inscrit lors de la naissance. Nous demandons aussi, à titre
1 euro symbolique au titre de préjudice moral. Messieurs le Président, messieurs du tribunal, l'idée que l'on puisse changer un homme en femme est une idée folle, disait la psychiatre Colette Schillan. L'idée folle que mon confrère ici présent défend qu'à toute la conviction qu'il lui est possible d'user. En effet, quoi de plus horrible qu'un homme malheureux enfermé dans sa coquille d'homme, un homme qui se sent femme, quel drame dites-vous? Un drame vécu par M. Camille Tournebroche depuis son enfance, puis tout au long de sa jeunesse. Avec l'âge s'étant assagi, M. Tournebroche revint dans son pays natal et vécut 20 ans comme un homme véritable, presque. On peut dire qu'il ne perdit point son temps avec sa femme, ayant eu avec elle 10 enfants. Pour quelqu'un qui se sent femme, enfin bref. M. Tournebroche exerce un des métiers les plus virils, les plus masculins qui soient, bûcheron. Et le tout pour une bien curieuse raison, profiter seul de sa petite robe et de ses escarpins tout en maniant la hache. Quel exploit! Même une véritable femme en serait bien peu capable. J'aimerais bien voir Lady Gaga manier la hache avec ses chaussures gratte-ciel. Mais il se trouve que M. Tournebroche souffre de cette double vie. Il souhaite désormais vivre selon sa véritable nature, ou plutôt ce qu'il croit être sa véritable nature. Et sur un coup de tête, il va voir un spécialiste fort réputé pour son sens artistique de la chirurgie, de l'appareil génital féminin, le fameux docteur Strangelove, en imposant au passage ce bouleversement à sa femme et à ses 10 enfants. Ni ni deux, il fut opéré selon son propre désir. Il acquit un attribut féminin qui fit naître en lui une nature féministe, affirmant le bonheur d'être une femme libérée de son corps d'homme. Et voulant vivre comme une femme, il ouvre un troquet. Mais tous ces changements ne lui suffisent pas. Il faut qu'il soit aussi reconnu femme à l'état civil. Il alla pour cela trouver l'officier, mais celui-ci refusa de changer la mention de son sexe à l'état civil. Profondément indigné par la discrimination qu'on lui inflige, M. Tournebroche se rebella contre cet État et cette société qui, décidément, ne veulent pas le reconnaître tel qu'il est, une femme. Mais, messieurs, le droit est avant tout là pour assurer la vie en société. Et le droit définit pour chaque individu à l'état civil le sexe que la nature lui attribue à sa naissance. Et le sexe de chaque personne fait partie de son état. Et longtemps, la société a voulu protéger l'individu de ses excès en prononçant l'indisponibilité de son état qui interdisait toute transformation physique. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme, le 25 mars 1992, suivi le 11 décembre de la même année de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, a énoncé le principe suivant, je cite, « Lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. M. Tournebroche ne possède-t-il vraiment aucun caractère de son sexe d'origine? Laissez-moi considérer la question. Ce monsieur est né qu'un patrimoine génétique qui le définit comme homme. Pour opérer un changement définitif de sexe, certes, l'opération est la principale étape dans l'acquisition des attributs féminins tant désirés. Mais cela reste insuffisant, car malgré le talent du Dr Strangelove, malgré le succès qu'a été cette opération, il n'en déplaise à M. Tournebroche qu'une simple opération ne suffit pas à transformer d'un coup de baguette, de pistolet magique, un gène XX en un gène XY. L'opération ne peut agir que sur l'apparence. Certes, M. Tournebroche sera femme en toute apparence, avec ce nouvel organe génital, avec peut-être la robe, les escarpins qu'il osera enfin porter en société. Comme si une femme se définissait seulement par son sexe, sa robe, ses escarpins, ne tombons pas dans le cliché, messieurs, par mon droit. Or, pour tout changement de sexe à l'état civil, le droit exige la preuve de la réalité du syndrome de transsexualisme médicalement constaté. Or, il apparaît dans les faits que le docteur Strangelove a opéré M. Tournebroche à sa demande express. Il n'a donc consulté aucun psychiatre, ce qu'il était normalement obligé de faire avant d'effectuer l'intervention, qui plus est une intervention à risque. Certes, elle a réussi, mais
s'il apparaît a fortiori que l'équipe médicale qui a pris en charge M. Tournebroche n'a pas respecté les conditions auxquelles elle est soumise dans tel cas. La nécessité thérapeutique de l'opération est justifiée par le contrôle psychiatrique régulier de l'intéressé, dans le but d'éviter à celui-ci d'attenter à sa vie par dégoût de son sexe de naissance. L'atteinte à l'intégrité physique ne sera licite que dans ce cas. On en déduit donc que l'atteinte à l'intégrité physique de M. Tournebroche pour transformer son sexe n'a pas été réalisée dans les règles. En effet, comme le précise la haute autorité de la santé, le chirurgien qui pratique une opération de réassignation sexuelle doit respecter les conditions de reconnaissance de la dysphorie de genre définies par les autorités. Pour respecter ces conditions, il est donc nécessaire pour le médecin qui doit établir de la finalité thérapeutique d'une telle opération les éléments qui puissent justifier d'une telle finalité. Il doit donc effectuer une observation clinique prolongée et compétente, éventuellement quelques expertises pour opérer d'éventuelles contre-indications. Ensuite, pendant une période probatoire d'au minimum une année, une psychothérapie d'essai qui doit être mise en place avec le concours d'un spécialiste expérimenté. Enfin, la consultation de plusieurs spécialistes peut s'avérer nécessaire avant de retenir l'indication d'intervenir chirurgicalement. Ces conditions que je vous cite ici sont recommandées par l'Ordre des médecins, en vertu de l'article 41 du Code de la santé publique qui dispose en ces termes principaux qu'aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux. J'en déduis que le docteur Strangelove, ayant passé outre ces étapes préalables à l'opération, n'a pu justifier au tribunal de l'objectif thérapeutique de l'opération. On peut d'ailleurs à ce titre s'interroger sur la véritable intention de cet honorable docteur qui a profité de l'impatience de son patient pour opérer de suite sans aucun contrôle psychiatrique préalable. Artiste reconnu en ce qui concerne les parties intimes, mais celles de la gay pride, le docteur Strangelove a une réputation qui passe de loin son seul talent de médecin. Il nous est dès lors permis de douter des véritables intentions thérapeutiques de ce médecin. On peut même se demander s'il n'aurait pas agi pour quelque intention pécuniaire qui pourrait, justifier une telle irresponsabilité dont a fait preuve ce médecin en opérant sans aucun contrôle préalable. Comme le remarquait encore la psychiatre Colette Chilan, par cette opération, on ne change pas véritablement le sexe d'une personne. On transforme un corps sain en un corps mutilé qui a besoin de l'apport constant d'hormones. En effet, pour véritablement transformer un homme en femme, la personne doit subir un traitement hormonal à vie, car l'intervention change peut-être le sexe apparent, mais elle n'a aucun effet sur le génotype de l'individu. C'est pour cela que le traitement hormonal est nécessaire à la transformation irréversible de M. Tournebroche en femme. Or, dans les faits, le docteur Strangelove n'a pas mis en place le traitement nécessaire à la transformation irréversible de son patient. Sans ce traitement hormonal, il est impossible de caractériser la transformation de M. Tournebroche comme étant irréversible. Il n'empêche que M. Tournebroche se sent tout à fait femme après son opération et décide de vivre comme une femme. Nous voyons le bûcheron voyant. Il ouvre alors un petit troquet et son affaire marche très bien. Il devient bientôt une véritable attraction de curiosité dans la région. Sa transformation intrigue. Mais à aucun moment il n'a subi de véritable préjudice moral tenant à sa seule nouvelle apparence. Il a un travail qui fonctionne bien, il bénéficie de la reconnaissance sociale de ses amis d'enfance. Son souhait de changer la mention de son sexe à l'état civil ne répond donc au départ à aucune nécessité de quelle sorte, aucune nécessité de conséquence de quelque préjudice qui porterait atteinte à sa vie privée. Mais le droit, messieurs, définit heureusement des conditions, comme le faisait remarquer Jean Carbonnier, à propos des éléments contenus dans l'état civil, car ces éléments, comme le sexe, sont dit Jean Carbonnier, des vérités historiques. Les changer n'est pas anodin dans une société. Imaginez une seconde que tous les individus puissent librement, au nom de leur droit à la vie privée, changer de sexe librement comme ils l'entendent. Quel désordre il en résulterait. Le droit se refuse à répondre aux caprices d'un individu simplement troublé dans son identité sexuelle. L'État est en effet libre de fixer les conditions et les conséquences qui touchent à ce genre d'opération, dans la mesure où il n'oppose pas un refus systématique à ce genre de cas d'espèce. Il n'est pas question ici d'une discrimination quelconque. En ce sens, dans un arrêt du 13 février 2013,
La première chambre civile a précisé que ces conditions n'étaient pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne et des articles 16 et 16-1 du Code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre des impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'autre part, et de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part. M. Tournebroche ne peut dès lors reprocher à l'État une quelconque discrimination sur ce refus de changement à l'état civil. Certes, il lui est possible de changer la mention de son sexe, comme le lui avait indiqué un de mes confrères, mais il doit répondre aux conditions cumulatives fixées par les juges de la Cour de cassation, conditions rappelées d'ailleurs dans un arrêt en date du 7 juin 2012. En vertu de l'article 99 du Code civil, l'officier de l'état civil était donc tenu d'étudier la demande de M. Tournebroche pour vérifier sa conformité aux conditions fixées par la jurisprudence, à défaut d'une loi qui reste bien silencieuse sur le sujet. Or, en étudiant son cas, l'officier a donc pu constater, dans un premier temps, l'absence d'un suivi psychiatrique préalable à l'intervention, puis dans un second temps, l'absence de traitement hormonal chez M. Tournebroche. En l'état actuel du droit, l'officier ne peut changer en toute légalité la mention du sexe de M. Tournebroche à l'état civil. Et M. Tournebroche, qui a naturellement insisté suite à ce refus, n'avait pas à reprocher l'officier ce refus. L'officier est tenu d'agir au nom de l'État auprès des individus, de représenter cet ordre qui les dépasse dès lors qu'ils vivent en société. Et constatant simplement le fait que M. Tournebroche ne répondait pas aux conditions fixées par les arrêts précités, fait qui justifie un tel refus, l'officier a en toute bonne foi réalisé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt de l'individu. Ce juste équilibre, messieurs, est fondamental pour assurer la vie en collectivité. Il ne doit pas être soumis aux caprices d'un individu en crise identitaire comme M. Tournebroche. L'apparence physique et le comportement social conforme à son nouveau sexe sont donc insuffisants pour justifier